Chouette, chapitre 7. Il n'y avait pas grand mystère là-dedans. À l'image des autres élèves, Béatrice le Bulldog habitait à proximité de son arrêt de bus. Roy avait dû probablement passer devant sa porte d'entrée, et en l'apercevant, Béatrice l'avait simplement filé jusqu'au parcours de golf. C'est mon vélo, lui dit-il. Ouais, je sais. Je peux le ravoir? Plus tard, peut-être, répondit-elle. Grimpe. Quoi? Sur le guidon, espèce de bouffon. Grimpe sur le guidon, va faire une balade. Roy fit ce qu'on lui disait. Il n'avait qu'une envie, récupérer sa bicyclette et rentrer chez lui. 2 années passées à gravir et à descendre dans l'air raréfié les pentes raides des collines du Montana avaient fait de Roy un cycliste aguerri. Mais Béatrice Lipp le battait de loin. Même en fendant les flaques profondes, elle pédalait sans effort et rapidement, comme si Roy ne pesait rien du tout. Perché inconfortablement sur le guidon, il agrippait la boîte en carton détrempée. Où on va? Cria-t-il. Chut! Lui dit Béatrice. Elle passa à toute allure devant l'élégante entrée en briques du parcours de golf, et bientôt la route pavée devint un chemin de terre sans trottoir ni lampadaire. Roy s'arc-bouta tandis que le vélo tressautait sur des nids de poules. La pluie s'était atténuée en brume, et sa chemise humide lui faisait frais sur la peau. Béatrice s'arrêta devant une haute clôture grillagée. Roy remarqua qu'on en avait cisaillé une petite partie de façon à pouvoir la relever. Il descendit du guidon en tirant sur son jean qui lui était rentré dans les fesses. Béatrice gara la bicyclette et fit signe à Roy de la suivre à travers le trou du grillage. Ils pénétrèrent dans une casse pleine d'épaves d'automobiles qui s'étendait sur plusieurs hectares. Au clair de lune, Roy et Béatrice se faufilèrent en faisant des sauts de puce d'une carcasse rouillée à l'autre. À voir l'attitude de Béatrice, Roy supposa qu'ils n'étaient pas les seuls dans les parages. Bientôt, ils atteignirent une vieille camionnette posée sur des parpaings. Roy eut de la peine à déchiffrer les lettres d'un rouge passé sur son auvent cabossé Glace et cône Jojo. Béatrice Lipp grimpa dans la cabine, tirant Roy après elle. Elle le fit passer par une étroite ouverture à l'arrière, encombrée de caisses, de cartons et de tas de vêtements. Roy remarqua un sac de couchage roulé dans un coin. Quand Béatrice referma la portière, ils se retrouvèrent dans le noir le plus complet. Roy ne voyait même plus ses doigts en les passant devant son visage. Il entendit la voix de Béatrice. « File-moi ta boîte. »« Non, fit Roy. »« Tu tiens à tes dents de devant, Eberhard? Tu me fais pas peur, mentit Roy. Il faisait une humidité étouffante dans la vieille camionnette de crème glacée. Des moustiques zonzonnaient aux oreilles de Roy, qui leur donnait des tapes à l'aveuglette. Il sentit une odeur qui ne lui parut pas à sa place et qui lui disait vaguement quelque chose. Des cookies? Le camion semblait le cookie au beurre de cacahuète sortant du four, du genre de ceux que faisait la mère de Roy. Le faisceau aveuglant d'une lampe électrique le frappa en plein visage et il détourna les yeux. Pour la dernière fois, le menaça Béatrice. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte à chaussures? Des chaussures, dit Roy. C'est ça, c'est vrai. Elle lui arracha la boîte des mains et l'ouvrit d'un coup sec, dirigeant la lampe sur son contenu. Qu'est-ce que je t'avais dit? Fit Roy. Béatrice souffla. Pourquoi tu te trimbales avec des baskets de rechange? C'est vraiment bizarre, ça, cowgirl. Elles sont pas pour moi, dit Roy. Elles étaient quasiment neuves, il ne les avait mises que 2 ou 3 fois. Alors elles sont pour qui? Un garçon que j'ai rencontré. Quel garçon? Celui dont je t'ai parlé à l'école, celui qui courait près de ton arrêt de bus ce fameux jour. Oh, fit Béatrice d'un ton caustique, celui que tu as poursuivi quand tu aurais dû t'occuper de tes affaires. Elle éteignit la lampe électrique et tout redevint noir. J'ai fini par le rencontrer. Enfin, si on veut, dit Roy. Tu renonces jamais, hein? Écoute, il a besoin de pompe, ce garçon. Il pourrait marcher sur du verre ou des clous rouillés ou même un bouche de coton. Comment tu sais qu'il a envie de chaussures, Eberhard? Peut-être qu'il court plus vite sans. Roy n'était pas sûr de comprendre la nature du problème de Béatrice Lipp, mais il savait qu'il était sérieusement en retard pour le dîner et que ses parents devaient être au 100 coups. Il prévoyait de tenter sa chance dès que Béatrice rallumerait la lampe. S'il pouvait arriver avant elle à la bicyclette, il aurait peut-être une chance de s'échapper. Pas grave, dit Roy. S'il n'en veut pas, je les garderai pour moi.
S'il les accepte, eh bien, elle devrait lui aller. Il a l'air aussi grand que moi. Dans l'obscurité, rien que du silence. Béatrice, si tu veux me dérouiller, tu pourrais te presser qu'on en finisse. Mon père et ma mère doivent être en train de prévenir la garde nationale à l'heure qu'il est. Encore plus de silence pesant. Béatrice, tu dors? Pourquoi tu t'intéresses à ce garçon, Eberhard? C'était une bonne question, mais Roy n'était pas certain de pouvoir répondre avec des mots. Ça avait quelque chose à voir avec l'air qu'il affichait en courant, le long du bus, ces jours-là, dans l'urgence, avec quelque chose de décidé et d'inoubliable. Je sais pas, dit Roy à Béatrice Lipp. Je sais pas pourquoi. La torche se ralluma. Roy crapahuta vers la portière, mais Béatrice le cueillit par le fond de son jean et le tira près d'elle sur le plancher. Roy s'assit, haletant, s'attendant à se faire démolir le portrait. Elle n'avait pourtant pas l'air furieux. « C'est quelle pointure » demanda-t-elle en soulevant les baskets. « Du 43, fit Roy. Éclairée par le halo de lumière, Béatrice posa un doigt sur ses lèvres et en pointa un autre par-dessus son épaule à elle. Alors, Roy entendit des pas dehors. Béatrice éteignit d'un déclic et ils attendirent. Les pas, lourds et pesants, faisaient crisser le gravier, tels ceux d'un colosse. Les déplacements du gardien de nuit étaient accompagnés d'un bruit de ferraille, un trousseau de clés peut-être, ou de la menue monnaie dans une poche. Roy retint son souffle. L'homme s'approcha de la camionnette de crème glacée et cogna l'une des ailes avec un genre de tuyau de plomb, d'après le son. Roy tressaillit sans bruit. Heureusement, le type passa son chemin. De temps à autre, il frappait fort une autre épave de son tuyau, comme s'il essayait d'effrayer quelque chose et de le débusquer d'entre les ombres. Une fois le gardien de nuit éloigné, Béatrice chuchota. « Flic à gage !»« Qu'est-ce qu'on fait ici » demanda Roy d'une petite voix. Dans l'obscurité de la camionnette, il entendit Béatrice Lebuldo se lever. « Je vais te dire ce que je vais faire, cowgirl, annonça-t-elle. Je vais passer un petit marché avec toi. Vas-y, dit Roy. Je vais me débrouiller pour que le garçon aux pieds nus reçoive ses godasses, mais seulement si tu me promets de lui fiche la paix, de ne plus l'espionner. Alors tu le connais? Béatrice hissa Roy debout. Ouais, je le connais, dit-elle. C'est mon frère. À 4h30 de l'après-midi, heure à laquelle l'agent David Delinco quittait habituellement son travail, de la paperasse en pagaille s'empilait toujours sur son bureau. Il avait des tas de formulaires à remplir et de rapports à terminer concernant ce qui était arrivé à sa voiture radio. Il continua à écrire jusqu'à ce que son poignet lui fasse mal et, à 6h, décida d'en rester là. Le garage central n'était qu'à quelques rues seulement, mais il pleuvait à verse quand l'agent de Linco, fatigué, sortit du commissariat. Il n'avait pas envie de tremper son uniforme, aussi attendit-il sous l'auvent, juste en dessous du P majuscule de département de sécurité publique de Coconut Cove. Beaucoup de villes s'étaient mises à désigner leurs forces de police comme des départements de sécurité publique, une appellation destinée à en promouvoir une image moins rude, plus amicale. Comme la plupart de ses collègues, David Delinco trouvait ce changement de nom absurde. Un flic était un flic, point, trait. Dans l'urgence, personne ne hurlait jamais « Vite, appelez le département de sécurité publique !» On criait toujours « Appelez la police » et on le crierait toujours. David Delinco était fier d'être policier. Son père avait été inspecteur spécialisé dans le grand banditisme à Cleveland, Ohio, et son frère aîné, inspecteur de la criminelle à Fort Lauderdale, et inspecteur David Delinco espérait de tout son cœur le devenir un jour. Mais ce fameux jour, prenait-il conscience avec tristesse, était plus éloigné que jamais, grâce aux vandales du futur chantier de la crêperie. L'agent de Linco ruminait sa situation en regardant la pluie tomber à torrents, quand la foudre frappa un poteau électrique au bout de la rue. Il battit vivement en retraite dans l'entrée du commissariat, où les plafonniers clignotèrent 2 fois avant de s'éteindre. « Ah, mercredi !» grommela l'agent de Linco pour lui-même. Il n'y avait rien d'autre à faire qu'à attendre la fin de l'orage. Il ne pouvait s'empêcher de réfléchir aux bizarres incidents du terrain de Maman Paula. Primo, quelqu'un arrache les piquets qui le jalonnent, puis balance des alligators dans les cabinets. Deuxio, on bombe sa voiture radio pendant qu'il dort à l'intérieur. C'était l'œuvre de délinquants audacieux et provocateurs. Immatures, certes,
mais audacieux tout de même. D'après l'expérience de l'agent de l'INCO, les gamins n'étaient pas d'habitude aussi obstinés ni aussi hardis. Dans les affaires type de vandalisme dû à des mineurs, on pouvait rattacher les faits à une bande où chaque jeune essayait de surpasser l'autre pour se donner des sensations. Mais il ne s'agissait pas d'une affaire type, songeait l'agent de l'INCO. Il était possible que ça ne soit l'ouvrage que d'une seule personne, dotée d'une rancune tenace ou d'une mission. Au bout d'un certain temps, la bourrasque se mit à décroître et les nuées d'orage filèrent loin du centre-ville. L'agent de l'INCO se couvrit la tête d'un journal et courut d'une traite jusqu'au garage central. De l'eau giclait de ses chaussures cirées à la main quand il y arriva. La Crown Victoria, l'air comme neuve, était à l'extérieur, devant le portail verrouillé. L'agent de l'INCO avait demandé au chef garagiste de cacher les clés du véhicule dans le bouchon du réservoir, mais au lieu de ça, elles étaient sur le contact où le premier passant venu pouvait les voir. Le chef garagiste pensait que personne ne serait assez taré pour voler une voiture de police non banalisée. L'agent de l'INCO démarra et se dirigea vers son appartement. En chemin, il effectua une longue boucle autour du terrain de la future maison des crêpes, mais ne vit âme qui vive. Il n'en fut pas surpris. Les délinquants n'aiment pas plus le mauvais temps que les citoyens respectueux de la loi. Même quand il n'était pas en service, l'agent de l'INCO laissait toujours brancher la radio de sa voiture. C'était l'une des règles strictes que devaient observer ceux qu'on autorisait à utiliser leur véhicule pour rentrer chez eux. Il fallait garder l'oreille aux aguets au cas où un collègue aurait besoin d'un coup de main. Ce soir, le standardiste signalait 2-3 tôles froissées et la disparition d'un gamin à bicyclette pendant l'orage. Roy machin chose. Un renvoi de friture rendit incompréhensible le nom de famille. Ses parents devaient s'arracher les cheveux, se dit l'agent de l'INCO, mais le garçon rentrerait sûrement sain et sauf. Il avait dû aller rôder dans un centre commercial en attendant la fin de l'orage. 10 minutes plus tard, l'agent de l'INCO songeait encore vaguement au jeune disparu quand il repéra une mince silhouette trempée de pluie à l'angle d'Oriol Ouest et de la route. C'était un garçon qui correspondait à la description fournie par le standardiste. 1,50 m environ, 45 kg, cheveux châtain clair. L'agent de l'INCO obliqua vers le trottoir, descendit la vitre et le héla à travers le carrefour. « Hé, jeune homme !» Le garçon fit un signe de la main et s'approcha du bord de la route. L'agent de l'INCO s'aperçut qu'il poussait une bicyclette dont le pneu arrière semblait à plat. « Vous vous appelez Roy ?» demanda le policier. « Oui. »« Et si je vous avançais ?» Le gamin traversa la rue avec son vélo, qu'on logea sans difficulté dans le coffre spacieux de la Crown Victoria. L'agent de l'INCO signala par radio au standardiste qu'il avait localisé le jeune disparu et que tout allait bien. « Roy, vos parents vont être extrêmement contents de vous voir, » dit l'agent de police. Le garçon sourit avec nervosité. « J'espère bien que vous avez raison. » L'agent de l'INCO se félicitait en silence. Pas la pire des façons de finir sa journée pour un type réduit à des tâches administratives. Peut-être que ça l'aiderait à sortir de la niche du capitaine. Roy n'était jamais monté jusque-là dans une voiture de police. Il s'installa à l'avant, près du jeune agent, qui fit quasiment tous les frais de la conversation. Roy tenta d'être poli et de lui renvoyer la balle, mais dans sa tête tourbillonnait ce que Béatrice Lipp lui avait révélé sur le garçon qui courait. « Mon demi-frère, en fait, » lui avait-elle dit. « C'est quoi son nom ?» Il l'a laissé tomber. « Pourquoi on l'appelle Doigt de Mulet ? C'est un Indien ?» Là-bas, à Bozeman, Roy était allé en classe avec un garçon du nom de Charlie Trois-Corbeaux. Béatrice Lipp avait éclaté de rire. « Non, c'est pas un Indien, je l'appelle Doigt de Mulet parce qu'il peut en attraper à main nue. C'est difficile, tu sais ça ? Le mulet est un poisson d'appât qui se déplace par bancs de plusieurs centaines d'individus. La baie près de Coconut Cove en grouillait au printemps. On les pêche d'habitude à l'épervier. « Pourquoi il n'habite pas chez toi ?» avait demandé Roy à Béatrice. « C'est une longue histoire. Et en plus, ça ne te regarde pas. » « Et le collège ? » On a expédié mon frère dans une école spéciale. Il y est resté 2 jours avant de fuguer. Puis il est revenu en stop, depuis Mobile, en Alabama. Et tes parents ? Ils savent pas qu'il est ici. Et c'est pas moi qui irai leur dire. Personne ne leur dira, compris ? Roy lui avait donné solennellement sa parole. Après qu'il se fût éclipsé de la casse automobile, Béatrice Lipp
avait donné à Roy un cookie au beurre de cacahuète qu'il avait dévoré avec appétit. Étant donné les circonstances, c'était le meilleur cookie qu'il avait jamais mangé. Béatrice lui avait demandé comment il comptait expliquer à ses parents où il était passé, et Roy avait reconnu qu'il ne s'était pas encore penché sur la question. Là-dessus, Béatrice avait accompli un exploit étonnant. Elle avait soulevé sa bicyclette par les pignons et troué le pneu arrière avec les dents, comme si elle mordait dans une pizza. Roy ne put que la regarder faire, bouche bée, abasourdi. Cette fille avait des mâchoires de carcajou. Là, maintenant, t'es à plat, lui avait-elle dit. Et t'as une demi-bonne excuse pour avoir loupé l'heure du dîner. Merci, je suppose. Alors, qu'est-ce que t'attends? Barre-toi d'ici. Quelle famille bizarroïde, se dit Roy. Il se revisionnait mentalement la scène du coup de dent dans le pneu quand il entendit le policier qui disait « Je peux vous poser une question, jeune homme ?»« Bien sûr. Vous allez au collège à Trace Middle, hein? Je me demandais si vous auriez pas entendu parler de trucs qui ont eu lieu là où on va construire la nouvelle crêperie. » « Non, dit Roy, mais j'ai lu un article là-dessus dans le journal. » L'agent s'agita, mal à l'aise. « On y parlait d'alligator, » ajouta Roy, « et d'une voiture de police qu'on a bombée. » Le policier fut secoué d'une brève crise de toux. Puis il reprit. « Vous êtes sûr que personne n'en a parlé? Parfois, les jeunes qui font ce genre de blagues aiment bien s'en vanter. » Roy dit qu'il n'en avait eu aucun écho. « Ma rue, c'est ici, fit-il en la montrant du doigt. Notre maison est la 6e sur la gauche. » Le policier vira dans l'allée des Eberhardt et s'arrêta d'un coup de frein. « Je peux vous demander un service, Roy? Pourriez-vous me téléphoner si jamais vous surprenez quelque chose, n'importe quoi, même une rumeur sur l'affaire Maman Paula? C'est très important. » L'agent tendit une carte de visite à Roy. « Là, c'est la ligne de mon bureau, et ici, le numéro de mon mobile. » Au-dessus des 2 numéros, on lisait sur la carte « Agent David Delinco, service de patrouille, département de sécurité publique de Coconut Cove. » « Vous pouvez m'appeler à toute heure, » précisa l'agent Delinco. « Il vous suffit de garder les yeux et les oreilles ouverts. D'accord ? » « D'accord, » répondit Roy sans trop d'empressement. Le policier lui demandait de jouer les informateurs, le mouchard de ses camarades de classe. Ça lui parut un prix exorbitant pour se faire simplement raccompagner chez soi. Sans que Roy soit ingrat, il ne se sentait pas devoir quoi que ce soit au policier, sauf un merci sincère. Est-ce que ça ne faisait pas partie du job de flic, d'aider les gens? Roy descendit de la voiture et fit signe à ses parents qui se tenaient sur le perron. L'agent Delinco retira la bicyclette de Roy du coffre et la remit d'aplomb sur sa béquille. « Et voilà le travail, dit-il. »« Merci, fit Roy. Ils vous mettront une rustine sur ce pneu chez Exxon. »« C'est un clou qui a fait ça? Un truc de ce genre. » Le père de Roy s'avança et remercia le policier d'avoir ramené son fils chez lui. Roy, entendant les 2 hommes échanger de menus propos sur la loi et l'ordre, s'imagina que son père avait dit à l'agent qu'il travaillait pour le ministère de la Justice. Quand Mr. Eberhardt s'éloigna pour ranger le vélo de Roy au garage, l'agent Delinco baissa la voix et dit « Hé, jeune homme !»« Quoi encore ?» songea Roy. « Vous croyez que ça ennuierait votre papa d'écrire une lettre au chef de la police, ou même à mon sergent, rien qu'un petit mot sympa sur ce qui s'est passé ce soir ? Quelque chose qu'on pourrait mettre dans mon dossier, fit l'agent Delinco. Les petites choses comme ça sont utiles, vraiment. C'est pas rien. Roy opina d'une façon évasive. Je lui demanderai. Super, vous êtes génial, jeune homme. L'agent Delinco remonta en voiture. Mrs. Eberhardt, entrée chercher une serviette de toilette, ressortit et serra la main du policier. On était terriblement inquiets, merci beaucoup. Oh, c'est 3 fois rien, dit l'agent Delinco en faisant un clin d'œil à Roy. Vous avez restauré ma confiance dans la police, poursuivit la mère de Roy. Franchement, je ne savais plus trop quoi penser après avoir lu cet article scandaleux dans le journal. Celui sur le policier dont on a peint les vitres en noir. Roy eut l'impression que l'agent Delinco avait soudain la nausée. « Bonne soirée à vous tous, dit-il au Eberhardt en tournant la clé de contact. « Vous connaissez ce collègue par hasard ?» demanda la mère de Roy innocemment. « Celui qui s'est endormi dans sa voiture. Que va-t-il lui arriver? On va le flanquer à la porte ?» L'agent Delinco recula dans l'allée en faisant crisser ses pneus et s'éloigna. « Peut-être qu'il avait une urgence, » dit Mrs. Eberhardt, regardant les feux arrière du véhicule disparaître dans la nuit. « Mouais, fit Roy en souriant, peut-être. »